Savoir comment mettre fin à ses jours, là est tout le dilemme. La corde ou le con? Oh, juste au moment où j'allais prendre la décision la plus importante de ma vie. Allô? Ouais Félix, c'est Lenny. Ah, ça tombe bien, tu me dois quelques explications. Comment ça se fait que l'autre con est venu polluer une de mes dernières vidéos? Justement, c'est pour ça que je t'appelle. T'as fait quoi de son cadavre? Tu veux vraiment savoir? Pas sûr en fait. Rien, je te rassure, parce que le cadavre a disparu tout de suite après. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Il est apparemment toujours en vie, il cherche à m'éliminer. Ah, écoute, c'est tes affaires, t'es assez grand pour te dépatouiller tout seul. Connard. De quoi? Au revoir, j'ai dit au revoir. Ouais, au revoir, moi je vais bientôt te revoir, t'inquiète pas. Bon bah mauvaise nouvelle, hein, il va pas nous aider. Dis donc, y a pas l'air d'y avoir grand chose qui l'impressionne. Comment ça? Il a même pas réagi quand il a su qu'un mort était revenu à la vie. Bah entre les lapins bleus, les zombies nazis et le Père Noël, je pense qu'il y a plus rien qui peut le surprendre. De toute façon, ça n'aurait servi à rien. Toi seul as le pouvoir de tuer ce méchant qui n'a même pas de nom concret. Mais sans blague, tu pouvais pas le dire avant. Bon, de toute façon c'est pas grave parce qu'on a quelque chose de plus urgent à faire. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. The name of Salut à tous! Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Critiquer un film. Non! Mais cette fois-ci, je vous propose un épisode un peu plus court que d'habitude. Au départ, je voulais consacrer cet épisode au réalisateur Edgar Wright, mais faute de temps, je me vois un petit peu obligé de faire un épisode sur un film unique. Vous comprendrez pourquoi plus tard. C'est pas grave, hein, je garde ce sujet pour un prochain épisode. Si vous suivez cette émission depuis au moins l'été 2020, vous devez savoir que je suis un grand fan de Quentin Tarantino. Je me suis penché sur les 9 films qu'il a fait dans une vidéo consacrée au sujet. Elle n'est pas parfaite, mais je vous demande quand même d'aller la voir si ce n'est déjà fait. Mais j'ai très peu parlé des films qu'il a écrits sans forcément les réaliser. True Romance est un récit un peu moins sombre qu'à l'accoutumée, basé sur des personnages moins moralement ambigus, et je n'ai pas encore vu tuer Ernest, mais vu le titre, ça semble être du Tarantino pur jus. Et bien sûr, il y a ses collaborations avec son pote Robert Rodriguez. Sin City ne diffère cela dit que très peu du comics original dans son scénario, et quant à Planète Terreur, l'autre segment de Grindhouse accompagnant Boulevard de la Mort, Tarantino n'a pas participé à l'écriture. Mais leur collaboration la plus mémorable est le film qu'on va traiter aujourd'hui. Une nuit en enfer, ou From Dusk Till Dawn en VO, sorti en 96, est donc un film d'horreur réalisé par Rodriguez et écrit par Tarantino. L'histoire suit deux frères braqueurs de banque, Seth, joué par George Clooney, et Richard, joué par Tarantino lui-même. Après que Richard ait aidé son frère à sortir de prison, il décide de quitter le Texas et de s'exiler au Mexique pour échapper aux autorités. Pour passer plus facilement la frontière, ils prennent en otage Jacob Fuller, joué par Harvey Keitel, un pasteur qui a perdu la foi suite à la mort de sa femme. Oui, exactement comme Mel Gibson dans Signe. Ainsi que ses deux enfants. Une fois passé la frontière, ils doivent rencontrer Carlos, un mec qui doit leur donner leurs faux papiers, qui leur donne rendez-vous dans un nightclub peuplé de gens assez spéciaux, comme ce mec qui fait une fixette sur les... un barman un tantinet agressif joué par Danny Trejo, et la danseuse vedette Satanico jouée par Salma Hayek. Lors d'une rixe entre les frangins et les videurs, ils finissent par se rendre compte que tous les employés de ce bar sont des vampires. Nos 5 larrons et les clients s'associent donc pour vaincre la menace, perdant malheureusement Richard, Jacob et son fils. Ils sont finalement sauvés par Carlos qui ne se pointe qu'à l'aube. Merci connard. Et on apprend que le bar était conçu dans le dernier étage d'un temple aztèque. J'avais dit dans l'épisode précédent, quand je parlais de Mad Max 3, que je n'appréciais pas vraiment les films qui changent d'ambiance en cours de route. Mais là, quand ce sont deux ambiances qui me plaisent et qui en plus s'imbriquent parfaitement, bah ça donne un film que j'apprécie. On est clairement dans un film qui mélange les genres. On part d'un concept de film de gangster qui se transforme petit à petit en film d'horreur. La première moitié du film est donc celle qui ressemble le plus à un scénario de Tarantino, là où on sent plus Robert Rodriguez quand il s'agit du film d'horreur. Avec toutefois certains de ses thèmes récurrents, comme le contraste entre le Texas et le Mexique, ou les gogo danseuses. Même si Tarantino glisse plusieurs références à son univers interconnecté que j'avais évoqué dans ma vidéo sur le sujet, comme les Big Kahuna Burgers de Pulp Fiction, les cigarettes Red Apple, et même si c'est sa première apparition, le Ranger McGrew qu'on retrouvera dans Kill Bill et les Grindhouse. Je me suis d'ailleurs amusé à faire la timeline des films écrits et réalisés par Tarantino, sans compter Sin City. Tout ça c'est théorique et non officiel, bien sûr. En premier on retrouve Django Unchained, avant la guerre de sécession, puis les 8 salopards, après la guerre de sécession, ensuite on arrive aux années 40 avec Inglourious Basterds, puis les années 60 avec Once Upon a Time in Hollywood, ensuite je suppose que les films se passent parallèlement à l'époque de leur sortie, donc dans cet ordre, Reservoir Dogs, True Romance, Tueur Né, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill et Grindhouse, et Une nuit en enfer en dernier puisque, spoiler,
Magrou se fait tuer. Et puis bien sûr, je ne l'avais même pas évoqué dans la vidéo sur Tarantino, son fétichisme des pieds. Bonsoir, je suis fétichiste des pieds. Enchanté. Est-ce qu'il a écrit la scène de Salma Hayek juste pour pouvoir se faire plaisir? Ou est-ce que Rodriguez et Hayek ont fait ça pour lui faire la surprise? Il faut souligner le fait que c'est le seul scénario de Tarantino à traiter du surnaturel. Là où ses films montraient la part sombre de notre humanité, avec le milieu de la mafia, les tueurs en série, les nazis et l'esclavage, les vampires sont une sorte de vision de ce que l'humanité fait de pire. On les introduit d'abord sous forme humaine, mais dans un lieu de dépravation, avec des danseuses topless et de l'alcool à foison. Tequila, Anakin, Porton niaiseux. Et leur aspect de créature maudite est un reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Je précise là qu'il s'agit d'une interprétation personnelle et non d'une vérité. Mais si c'était intentionnel, ce film gère très bien sa symbolique. On est face à une dérive de la lutte du bien contre le mal à un certain degré, puisque nos deux héros sont à l'opposé total d'un héros vertueux classique. Ce sont deux types malhonnêtes, dont un adore tuer pour le plaisir. Limite, le véritable héros est plus Jacob, un homme d'église qui a perdu foi en Dieu et en lui-même, et qui doit retrouver cette foi en surmontant une épreuve imposée par une force démoniaque, même si ça finit par lui coûter la vie. La religion est d'ailleurs un thème assez important dans cette approche de la lutte du bien contre le mal. Dans la mythologie vampire, les crucifixes, les hosties et autres objets de culte liés au christianisme étaient des armes pour lutter contre ces créatures démoniaques. Mais bon, y a que l'ail qui est pas lié au christianisme. Bénissons le Saint-Ail, l'incarnation légumineuse de notre Seigneur. Et est-ce que le fait que nos deux frangins s'exilent vers le Mexique ne serait pas une référence à l'Exode, mais inversée? En quittant le Texas, Seth et Richard s'attendaient à trouver une sorte de terre promise, pour au final y trouver une menace pire que celle qu'ils cherchaient à fuir. Olé, bienvenue au Mexique, amigo. Y était l'envers. Ouais, non, je vais peut-être un petit peu loin là. Faut pas pousser mémé dans les hosties. Et j'aime tout particulièrement le retournement de situation sur le temple aztèque. Alors évidemment, j'ai fait quelques recherches pour savoir si la mythologie aztèque avait un lien quelconque avec la mythologie vampire. Il faut savoir que les chauves-souris vampires viennent surtout d'Amérique du Sud, on leur voue d'ailleurs un certain culte au Honduras. Mais les vampires d'une nuit en enfer ont plus des aspects de serpents afin de les différencier un peu des vampires européens. Le problème c'est que dans les mythologies précolombiennes, les vampires n'étaient incorporés que dans la mythologie maya, et non aztèque. Et comme le territoire des Mayas était situé au Guatemala, c'est un petit peu hors sujet, mais c'est quand même bien trouvé. Et puis bon, bien sûr, ça j'ai pas besoin de le préciser, mais bon, c'est un film, pas un cours d'histoire. Même si la fin est un peu expédiée. Après le carnage, Seth a perdu son frère, Kate a perdu son père et son frère, et elle propose à Seth de l'accompagner, ce qu'il refuse. Alors, Seth étant un adulte, ok, mais Kate est quand même une gamine, comment va-t-elle faire pour se dépatouiller toute seule? Les effets spéciaux, quant à eux, font très plastique, certes, mais comme on est dans un film qui se veut clairement série B, c'est acceptable. Et en vrai, ils sont pas trop vieillis. Et puis c'était l'époque où les vampires avaient encore leur crédibilité. Concernant les acteurs, je ne suis pas fan de George Clooney. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de Batman et Robin, mais j'ai toujours l'impression qu'il se fait chier. Tarantino joue bien en soi, mais Richie est censé être un psychopathe. Mais il ne l'est que dans ses actes, car Tarantino ne lui donne pas une aura de cinglé. Personnellement, j'aurais plus vu Gary Oldman dans ce rôle. Allez, un petit mot sur la VF, c'est de coutume. Le truc qui me fait marrer, c'est que Clooney et Tarantino sont respectivement doublés par Richard Darbois et Jean-Philippe Humartin. Si vous connaissez le milieu, vous devez savoir à quoi je pense. Les frères Gecko sont doublés par Woody et Buzz de Toy Story. Et le reste du casting est franchement cool. On a Bernard Tiffen sur Harvey Keitel, Christophe Lemoine, Gabriel Ledoz, et mention spéciale à mon comédien de doublage préféré, Feu Pascal Renwick sur Danny Trejo. Le film a eu droit à 2 suites en direct ou vidéo, que je n'ai pas vu, mais d'après ce qu'on dit, elles sont pas terribles. Et il y a eu une série remake de 2014 à 2016 sur Netflix, avec un nouveau casting et en essayant d'étoffer un petit peu plus les personnages et d'ajouter de nouveaux éléments. J'avoue qu'au départ, même si l'idée avait un petit peu du bon, j'y voyais pas trop l'intérêt. Et puis j'ai commencé à la mater, et elle est pas mal du tout. Seth est un peu plus intéressant à suivre que son homologue de 96, Richie, j'ai pas envie de me retrouver dans la même pièce que lui, Magrou joué par Don Johnson a droit à plus de profondeur, et pour Jacob, ils ont remplacé Harvey Keitel par le T-1000 de Terminator 2, et Salma Hayek a été remplacée par la braqueuse dans Baby Driver. Le scénario secondaire du Ranger qui veut venger la mort de Magrou est un ajout pertinent, mais le gros reproche que je pourrais faire, c'est d'instaurer les vampires dès le début. Tout le truc du film original, c'est qu'on apprend qu'à la moitié du film qu'il y a des vampires dans cet univers. Donc là, c'est même pas une surprise. On va terminer là-dessus parce que je crois avoir fait le tour. Bon, je vous avais prévenu que cet épisode serait plus court que d'habitude, mais on peut pas contrôler la durée de ces vidéos. Alors je sais pas quand le prochain épisode sortira parce que ce sera un épisode assez balèze à faire. Et je sais pas encore si je le tourne cet été ou au plus tard à la Toussaint. Ça dépendra de comment se porte le pays en fait. Mais dans le prochain épisode, on reparlera d'adaptation de comics.
Et je pense que certains savent ce que ça veut dire. À propos, Lenny, il n'y a pas quelque chose qui te choque? Quoi donc? La veste de Trollface a disparu. Oh mon Dieu! Vous savez, vous et moi, nous avons un ennemi en commun. Mais si nous associons nos forces, nous pourrons l'éliminer, Monsieur Nullings. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend?